Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 114 sur la résilience du conférencier et paralympien Marc Breton. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Marc Breton, un cycliste qui a participé aux Jeux paralympiques en 2004 à Athènes et en 2008 à Pékin. Aujourd'hui conférencier, notre invité du jour revient entre autres dans cette entrevue sur l'accident qui a complètement changé sa vision de la vie. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Marc Breton. Salut Marc, comment ça va? Bonjour Amélie, merci, ça va bien. Génial. Marc, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire du vélo, donc à pratiquer cette discipline, puis quel a été en fait ton parcours dans ce milieu? OK, tabarnouche, c'est parce que c'est long comme histoire, mais je peux te le partager. Écoute, j'ai été un enfant très jeune. Mon père n'était pas très présent dans ma vie. Puis, je me suis vite lancé sur le vélo, mon petit tracteur quand j'étais jeune, puis je roulais toujours là-dessus. Puis, c'était un peu l'endroit dans lequel je me trouvais enfin moi seul pour vivre mon désarroi à l'intérieur, ma tristesse intérieure. Puis je faisais du vélo, je pédalais. Puis c'est comme ça que je vivais beaucoup. Je me retrouvais. C'est comme si j'allais, étant jeune, sans connaître encore c'était quoi méditer. Je pense que c'est là-dessus que j'allais méditer sur mon vélo. Puis je pensais à ma vie, puis mes peines, puis mes joies, puis ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça a débuté dans ma vie. Donc je pédalais tout le temps quand j'étais jeune. Puis lorsqu'on est déménagé, à l'âge de 5 ans, je suis déménagé dans l'endroit où j'ai vécu 3/4 de mon enfance. À un certain moment donné, j'ai connu un garçon que lui est arrivé avec un vélo de course. Puis j'ai dit, waouh, il est bien beau ton vélo. À partir de là, j'ai dit, hey, est-ce que tu me le prêtes? J'aimerais ça rouler avec, voir un peu comment je me sentais. Tu sais. Donc, j'ai pris son vélo, puis je suis parti peut-être pendant 35 minutes, une demi-heure, avec plus que ça. Puis je roulais, puis je suis revenu à la maison où je lui avais emprunté le vélo. Il me dit, T'étais où? J'étais sûr que tu m'avais volé mon vélo. J'ai dit, non, jamais je te volerai ton vélo. Mais j'ai dit, j'avais tellement de plaisir de rouler avec ça. Ça allait tellement bien dans les courbes. Puis tout, j'ai dit, puis ça va vite en plus. J'ai dit, je trippe bien raide sur le vélo. J'ai dit, waouh, tu m'as vraiment allumé sur quelque chose que je connaissais plus ou moins parce que j'avais juste fait du tracteur puis des petits vélos que mon père m'avait acheté. Fait que c'est comme ça a parti. J'ai dit, je voudrais avoir un vélo. Puis c'est un peu en même temps que tous les jeunes dans le quartier où je vivais mon enfance, ça jouait tout au hockey. Puis moi, je ne savais pas partout patiner. Mon père ne m'avait pas appris à patiner, je n'avais pas eu de patin, et ainsi de suite. Donc, j'ai dit, on joue au hockey dans les rues avec eux autres, mais je me sentais comme différent de tout le monde. J'ai dit non, j'ai dit, je vais faire du vélo. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, ça a été quoi ton vélo, donc ton parcours en fait dans le cyclisme? Donc, parce que tu as quand même fait des compétitions au niveau provincial, même au niveau, je pense, national. Là, par la suite, tu as fait du vélo paralympique qui t'a amené jusqu'aux Jeux, justement. Donc, oui. Quel a été ce parcours? Le parcours était que lorsque j'étais jeune, justement, j'avais mon premier vélo de route, puis je trouvais ça le fun, puis je me rendais bien compte que c'était difficile parce que j'essayais de faire des grandes distances.
Puis la première fois, j'étais parti de chez moi, puis j'avais essayé de me rendre à une école qu'on appelait le Mont-Saint-Sacrement, qui est pas très loin de Québec, je te dirais, qui est peut-être à 40 kilomètres. Mais la route qui menait vers là, je l'ai pris avec mon vélo en me disant, je vais me rendre au Mont-Saint-Sacrement. Puis finalement, je ne me suis jamais rendu. Parce que je suis arrivé à une côte, puis là, elle était longue, la côte, puis j'étais comme, ben voyons, donc c'est bien long, ça, puis je trouvais ça dur. Puis je suis revenu chez moi, je dis, ouais, OK, ça a resté comme ça. Je dis, ouais. Je dis, bon, ben, il faut que je. Mais là, ça l'avait créé en dedans de moi. Je dis, ben, hey, ta minute, je ne me suis pas rendu au Mont-Saint-Sacrement, je voudrais vraiment y aller puis me rendre. Donc, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus fort pour essayer de m'y rendre. Puis, à un moment donné, je voyais bien que plus ça allait, plus j'avais du plaisir. Puis, justement, le gars qui m'avait prêté son vélo, en premier lieu dans l'histoire, ce gars-là, il me dit, ouais, je vais peut-être commencer à faire des courses. Je dis, ouais, des courses? Quoi, il y a des courses de bicycle? Il dit, ouais, il y a des courses de bicycle dans la ville de Québec. Puis ça, je dis, OK. Peux-tu m'en parler un peu plus? Là, il m'a dit, ben là, il dit, la meilleure façon, il dit, il faut que tu te rentres dans un magasin de vélo, tu ailles acheter une licence de vélo. À partir de là, ben, tu t'inscris pour avoir ta licence, tu veux faire de la course. Genre, ouais, tant que ça, bon, ben, j'ai dit, écoute, OK. Fait que là, il me dit, ouais, il dit, va dans un magasin de bicycle quelque part, là, puis va t'informer pour avoir le formulaire pour t'inscrire, pour avoir ta licence. Ah, ouais. Fait qu'à partir de là, je suis allé dans un magasin de bicycle proche de Québec, puis qui était Bicycle Record à l'époque. Et puis, il me donne un formulaire, fait que je remplis ça. Puis, bon, ça reste comme ça. Je remplis ça, puis là, je marque c'était marqué dans quelle équipe tu cours. Donc, moi, j'ai marqué, bon, il y avait une ligne pour marquer l'équipe, puis il y avait un autre petit carré à faire marqué indépendant. Ben, je n'ai pas d'équipe, marqué indépendant. Fait que j'ai acheté la licence, j'ai eu ma licence, puis à partir de là, j'ai dit, OK, fait que j'ai regardé, puis en même temps, quand tu t'inscris, tu t'achètes une licence, ben, il t'envoie le formulaire, il t'envoie tout le calendrier des courses de l'année. Fait que je vois le calendrier, puis je vois qu'il y avait une course à Val-Bélair qui était tout près de chez moi. Fait que je fais comme, ben, pourquoi je n'aurais pas essayé cette course-là? Fait que je m'inscris. Je m'inscris à la course, puis je m'en vais là-bas, je vois plein de cyclistes. J'étais comme, ben, tabarnouche, j'étais hyper stressé. Quand je suis arrivé, je disais, ben, voyons donc, on va être capable de rouler avec ces gars-là. Puis là, je voyais qu'ils étaient forts, puis il y avait des beaux vélos de course. Là, j'étais comme, je ne suis pas tout à fait pareil, là, mais en tout cas. Donc, j'ai fait la course. Et puis, écoute, je me suis fait lâcher au premier tour. Lâcher, c'est séparé du peloton. Puis là, ben, les gars roulaient, puis ils m'ont rattrapé. Ça restait de même. Le lendemain, c'était l'épreuve du sprint. On était sur une route, puis on avait un sprint de 200 mètres à faire. Et puis, écoute, je vais y aller. Fait que le lendemain, je vais là, puis je m'en vais au-dessus du sprint. Finalement, je finis, sur le sprint, je pense, c'est 5e sur le sprint. Il y a un gars qui me voit, qui son nom de Jean-Yves Labonté, qui était l'organisateur de la course. Il me dit, il vient me voir, mais je vais t'expliquer comment il me parle, parce qu'il était bien spécial, Jean-Yves. Il parlait un petit peu de même. Il dit, salut, mon homme. Il dit, t'as-tu une équipe de vélo, toi? Je dis, non, j'ai pas d'équipe de vélo. Il dit, ça te tente-tu de faire partir d'une équipe de vélo? Ben, oui, mais je ne sais pas si je suis capable de. Ouais, t'es capable. Je le vois bien que t'es capable. J'ai vu ton sprint, t'es bon. Et je crois que tu devrais faire partie de notre équipe de vélo. OK, où je vais? Ben, il dit, t'as ta licence? Je dis, oui. Il dit, retourne. Va-t'en chez Bicycle Record, va te chercher un maillot de Bicycle Record. Il dit, tu vas faire partie de l'équipe Bicycle Record. Je dis, oui. Je dis, écoute, je ne connais rien là-dedans. C'est pas grave, c'est moi l'entraîneur. C'est moi qui t'amène en vélo, c'est moi qui va t'entraîner à cette heure. C'est correct. Ça a parti comme ça. Puis à partir de là, ben, j'ai commencé à faire des courses de vélo. Puis j'ai commencé à faire le circuit québécois de la ville de Québec. Puis tranquillement, ben, j'ai monté les échelons. Puis une course
J'ai réussi une course, 2 courses, 3 courses. Là, j'ai réussi à finir dans les pelotons. Puis après avoir fini dans les pelotons, ben, tranquillement, je devenais de mieux en mieux. Puis je roulais avec cette équipe-là, qui était l'équipe Location Giguère, Reebok Location Giguère. Donc, je roulais avec eux autres. Puis tranquillement, ben, de course en course, je m'améliorais jusqu'à temps que je gagne ma première course à Québec. Puis à partir de là, ben, ma carrière a commencé. Puis, au cours de ta carrière, c'est quoi que tu dirais qui a été ton plus grand défi? Puis, qu'en as-tu retiré pour la suite de ce parcours-là? Le plus grand défi, c'est que le vélo, c'est que ça prend énormément de temps. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement de temps. Parce que les rides de vélo, c'est pas 1 heure. Là, peut-être quand tu es jeune, 1 heure de temps, 1 heure et demie d'entraînement de vélo, c'est correct. Mais si tu veux devenir meilleur à longue en montant les échelons, c'est des 2-3 heures de temps d'entraînement. Mais je dois te dire que lorsque tu fais un entraînement de 1 heure, 1 heure et demie, ben là, prends 15-20 minutes avant ton heure et demie, le temps que tu prépares ton vélo, tu t'habilles, tu prépares là, tes gourdes de vélo, tu prépares. Puis après, une fois que tu as fini ton entraînement de vélo d'1 heure et demie, ben c'est encore un autre demi-heure le temps que tu arrives, tu te changes, puis ainsi de suite, puis là, tu cool down. Donc, tu sais, les entraînements de 1 heure et demie, ça venait quand même à 2 heures, 2 heures et demie de temps. Fait que tranquillement, c'était tout le temps ça, c'était beaucoup d'investissement de temps. Donc, puis en plus que quand tu as fini un entraînement de vélo, ben, tu es fatigué. Fait que tu n'as pas vraiment d'énergie pour faire autre chose. Ben, oui, tu en as un peu, mais tu n'es pas aussi optimal que quand tu es très réveillé. Là. Voilà, c'est un petit peu ça qui était difficile. Puis plus ça allait, puis plus c'était comme ça. Voilà. Donc, tu as couru, c'est ça, au niveau, t'as couru au niveau provincial pendant plusieurs années. Oui. Par la suite, il est arrivé un accident qui a fait en sorte donc, que tu as finalement fait du vélo paralympique. Oui. Justement, cet accident-là, donc pour ceux qui ne connaissent pas ton parcours, donc tu as eu un grave accident de la route en 96 où on a dû amputer ton bras. Comment on vit avec ça? Tu te réveilles après plusieurs semaines dans le coma, on dit qu'on a amputé ton bras. À ce moment-là, tu faisais de la musique, donc c'était quelque chose de très important pour toi. Comment on vit un peu avec ce traumatisme pour justement être capable de continuer d'avancer dans la vie? Donc, comment tu as vécu tout ça? OK, comment j'ai vu ça? Ben, écoute, le parcours de ma vie de vélo a été une école, plus qu'autre chose. Je ne croyais pas que ça allait devenir un jour une école, mais c'est une école. Ce que je veux dire, il y a tellement d'apprentissage dans la vie d'un sportif. Tu apprends tellement c'est quoi tes limites. Tu apprends à chuter, tu apprends à te relever, tu apprends à avoir mal, tu apprends à gagner, tu apprends à perdre. Tu apprends à perdre. Ça, c'est une affaire. Apprendre à perdre. Être capable d'aller voir ton adversaire et dire écoute, merci. Mais super de course que tu as faite, je suis content. Parce que même si je ne gagnais pas de course, quand je ne gagnais pas de course, j'étais quand même heureux d'avoir fait ma course puis d'avoir fait une bonne course. Parce que c'est pas parce que tu ne gagnes pas une course que tu n'as pas gagné. Parce que c'est un combat avec toi-même constamment, le vélo. Donc, quand tu arrives dans un parcours qui est très difficile, tu te bats avec toi-même contre ta propre douleur parce que c'est très, très souffrant, le vélo. Très, très souffrant. Puis, tout ça, je ne savais pas que ça allait devenir un bagage pour moi dans ma vie future. Alors qu'en 1996, quand je revenais de jouer de la musique, je me suis endormi au volant, puis malheureusement, ma voiture a fait une sortie de route, puis j'ai rentré dans un garde-fou en métal. Puis ça a complètement coupé mon auto en deux, puis ça a arraché mon bras. Mon bras, il n'a pas été amputé à l'hôpital, il est arraché dans le bras, dans l'accident. J'ai été réamputé, par contre, parce que c'est sûr que c'était pas coupé franc, là, on s'entend que c'était arraché. Donc, on appelle ça, ils te recoupent le bras pour être appareillé, qu'on appelle, pour
On appelle ça comment je vais l'appris dernièrement? Ben, pas dernièrement, ça fait une couple d'années, je le sais, mais parce que rarement je le dis. On appelle ça un segment. Okay? Dans les amputations, on appelle ça un segment. Pour que j'aille le mauvais mot, c'est le mognon, là, comme on dit. Okay? J'ai entendu ça, je suis sûr. Fait que le mognon, pour que j'ai le mognon, le segment soit apte à être appareillé, avoir une prothèse, ben c'est à l'hôpital qu'ils l'ont réamputé pour que ça soit plus conforme. Puis après ça, ils mettent plein de bandages par-dessus pour le retrécir, puis l'amincir pour qu'il soit parfait pour rentrer dans une prothèse. De ce moment-là, écoute, je le savais quand j'ai eu mon accident puis que le bras est arraché, je le savais je le savais que j'étais dans un très mauvais état, mais je savais que j'avais très mal, mais que mon bras était arraché, je ne le savais pas. Parce que j'ai tellement eu un bon coup sur la tête aussi. C'est là que j'ai eu 4 fractures du crâne, traumatisme crânien et tout. Tout ça a fait que je suis comme devenu un peu inconscient, mais je n'étais pas tout à fait inconscient. J'étais comme entre deux, là. Jusqu'à temps que l'ambulance arrive, puis ils me rentrent dans l'ambulance, puis là, ils mettent le respirateur, puis tout s'organise pour qu'ils me gardent en vie. Du moment que j'ai fait de l'hôpital, de l'accident à l'hôpital, ben, j'ai comme tombé ailleurs, comme ils m'ont comme un peu gelé, endormi. Puis, tout ce temps-là était le début de la réhabilitation, le début de l'hôpital, puis tout ce qu'ils ont fait là, pour me soigner. Donc, ça a été tout ce moment-là. Mais ça, c'est comme un moment vague dans ma tête, mais aussi, j'étais conscient de ce qui se passait. J'étais conscient de ce qui se passait. Je savais que j'avais mal à droite, mais je ne savais pas que j'avais un bras amputé. Puis si j'avais un bras amputé, je me disais, ben, c'est pas grave, ils vont être capables de réparer ça. Là. Tu sais, j'étais à l'hôpital, ils vont sûrement me donner de quoi. Donc, pour moi, j'allais réavoir un bras. Mais finalement, ça n'existe pas encore comment remettre un bras, sur un bout de bras. Fait que ça a été ça un peu le moment de l'amputation. Puis, ben, le traumatisme crânien, ça a été d'autres choses. Puis, je recule jusqu'à maintenant, puis je vois maintenant que l'amputation, c'est ce qu'on peut voir visuellement, mais le traumatisme crânien, on ne le voit pas visuellement. À part si tu parles avec moi, puis tu te rends compte dans mes fatigues un peu que je peux être un peu mêlé, là. Mais le traumatisme crânien, c'est quelque chose de non-voyant. Tu ne te rends pas compte. Il y a plein de gens que tu rencontres dans les journées, dans ta vie quotidienne, qui ont eu des traumatismes crâniens, puis tu ne le sais même pas. Fait que c'est plus ça que je te dirais que l'amputation. Ça répond à ta question? Oui, mais c'est ça, c'était un peu en deux parties. En fait, c'est ça, je me demandais par la suite, donc là, c'est ça, donc là, finalement, tu réalises que il te manque un bras, donc tu ne peux plus pratiquer la guitare. Qu'est-ce qui t'a amené à continuer à dire, mais je vais quand même essayer de faire du vélo? Est-ce que c'était justement cette espèce d'échappatoire-là dont tu parles pour essayer de mieux aller, en fait? Ben, c'est deux volets. Hein? Tu sais, le sport, c'en est une, puis la musique, c'en a une autre. J'ai toujours été attiré par la musique quand j'étais plus jeune. Puis, c'est en revenant de jouer de la musique que j'ai eu mon accident. Puis, dans tout ce qui s'appelle mon sport a fait que l'homme que je suis rendu maintenant, avec la force mentale que j'ai, je pense que c'est vraiment tout ça le vélo m'a donné. La musique, c'est comme un échappatoire aussi que comme est le vélo. Cependant, c'est que la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais j'ai jamais été un musicien en tant que tel. C'est devenu à longue de faire les choses qu'à un moment donné, je me suis dit, je n'étais pas un bon guitariste là, quand j'ai eu mon accident. Je revenais de jouer de la musique, mais
moi, ce qui m'attirait dans la musique, c'était pas d'être un performeur, de jouer de la guitare, d'être un écœurant de bon guitariste. Là. Moi, c'était de chanter. J'adore chanter, j'ai une voix incroyable. Je me vante quand je dis ça, mais je me vante pas, c'est parce que je sais ce que j'ai. Moi, j'ai appris après mon accident, j'ai dit, si on ne se donne pas à nous les valeurs que nous avons déjà, puis qu'on sait qu'on est bon, je sais, je suis convaincu, Amélie, que tu es très, très bonne dans plein de choses, ou dans une chose en particulier, tu es vraiment une spécialiste. Alors, tu le sais que tu es bonne. Tu es capable de le dire que tu es bonne. Puis si tu le dis, tu ne te vantes pas, c'est que tu le sais que tu es bonne. Puis c'est normal, puis il faut se donner cette valeur-là. C'est ce que j'ai compris après mon accident. J'ai dit, ben, écoute, dans ce que je suis bon, pourquoi je ne le développe pas? Puis c'est comme ça que je me suis mis à chanter un peu plus, puis recommencer la course de vélo. Parce que, à un moment donné, quand j'étais à l'hôpital, beaucoup d'amis venaient me voir et disaient, Marc, tu vas-tu recommencer la course de vélo? Je veux dire, là, tu es amputé, mais là, tu aurais la chance de peut-être te rendre aux Jeux paralympiques. Puis, j'ai dit, non, pour moi, c'est comme c'est fini, c'est fini. Non, j'ai dit, non, là, je suis plus dans la musique, puis tout. Non, ben là, c'est plate, c'est dommage parce que tu aurais la chance sûrement d'aller là-bas, tu sais. Fait que, j'ai dit, ben oui, peut-être, on verra, mais pour l'instant, je ne suis pas vraiment là-dedans parce que je suis encore à l'hôpital. Fait que je voyais bien que j'étais loin d'être embarqué sur un vélo. Là. J'étais couché dans un lit avec un bras amputé, puis je me disais, ben, il faut 2 bras pour rouler en vélo. Fait que je me disais, comment je vais pouvoir rouler en vélo? Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, j'ai dit, ben là, j'ai beaucoup de travail, puis j'ai beaucoup de temps à passer avant. Je vais sortir de l'hôpital, je vais guérir, je vais sortir de l'hôpital, je vais voir ce qui va arriver avec ma peau. J'ai laissé la vie, puis les blocs se mettent dans ma construction tranquillement, jusqu'à temps que j'en suis arrivé que peut-être, oui, retourner sur le vélo. Fait que la musique était toujours là à travers ça. Fait que tu vois qu'il y a plein de choses dans ma vie. Ça devient un peu mélangeant, tout ce que je dis, là. Mais c'est un peu de même que ça se passe dans ma tête aussi. Puis, justement, donc cette passion-là, un peu de la scène, de t'exprimer, de parler de ton parcours, est-ce que c'est pour ça, en fait, que tu as décidé de lancer les conférences Marc Breton, donc en septembre 2013, donc tu es devenu conférencier à ce moment-là. Je sais que tu avais suivi un cours à l'école ProMédia. C'était quoi, c'est ça, les objectifs derrière tout ça? Ben, c'est que moi, depuis mon enfance, à partir j'ai hâte que mon livre soit fini d'écrire parce que tout va être dedans, puis ça va tout dire. Parce que là, c'est chaud. J'ai l'air d'un gars qui saute du coq à l'âne, là. Mais ça part de mon enfance. Mon meilleur ami est mort en sortant de l'autobus scolaire. J'étais en 3e année. Il est sorti de l'autobus, pop, il s'est fait arracher, il s'est fait frapper par un militaire en moto qui l'a tué. J'étais en 3e année. Après, en 3e année, c'est quoi la mort? Tout ça a fait que ma mère, elle, ne sachant pas trop comment jongler avec tout ça, elle m'avait amené voir Yvon Deschamps pour me divertir. J'avais été là, j'avais vu de la scène, j'avais trouvé ça drôle de voir Yvon Deschamps. Je ne connaissais pas trop c'était quoi l'humour. Puis je voyais ce gars-là. Tout ce que je trouvais, c'est que j'ai été pendant 1h30 de temps, je regardais un gars qui faisait des gags, puis je riais. C'était pas trop des. Je riais à peu près, certains gags, je riais parce que le monde riait, puis je me disais, il faudrait que je rie comme tout le monde. Mais au moins, pendant 1h30, je n'ai pas pensé à mon ami qui était mort. Donc, la scène, j'ai été touché par ça un peu tout de suite à ce temps-là. Parce que j'étais un gars, c'est drôle, hein, parce que j'étais un gars hyper gêné. J'étais un peu gêné. Je ne le suis plus vraiment gêné, mais à la base, quand j'étais à cet âge-là, j'étais hyper gêné. Puis là, je voyais ça, puis je disais, hey, ça a l'air le fun, ça. Puis je me rappelle, en sortant du Grand Théâtre, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, hein, ce que je viens de voir, là, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'aimerais ça faire ça, moi, dans la vie. Faire dire des choses sur une scène, puis faire rire des gens. Ma mère a dit, ben, Marc, elle dit, tu peux, mais il s'agit qu'il faut que tu travailles fort pour te rendre là. Puis ça, OK. Fait que ça a été comme
Ça a été comme quelque chose qui s'est imprégné dans mon cerveau. Je dis, ouais, j'aimerais ça être un humoriste. Mais à travers ça, j'avais la gêne de pouvoir monter sur scène par peur de ne pas être bon. Parce que moi, je m'avais tout le temps dit, il faut que je sois bon tout de suite. Tu sais. Parce que j'ai une bonne famille, puis j'ai un frère qui est plus vieux que moi, puis mon frère, il a comme tracé un chemin en avant de moi, puis mon frère était hyper important pour moi, puis tout ce que mon frère disait, ben je le prenais comme du cash. Puis mon frère, il me disait des affaires des fois, puis c'était pas long qu'il était capable de me dénigrer aussi si j'étais pas capable de faire une affaire, tu sais. Fait que je me disais tout le temps, il faut que je sois mon meilleur, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois le meilleur. Puis j'avais de la misère à pouvoir me mettre en valeur parce que j'étais comme derrière l'ombre de mon frère. Fait que j'osais pas dire des choses, puis j'osais pas aller sur un stage pour dire ou pour jouer de la musique ou pour quelque chose, monter mon talent, parce que j'avais tout le temps peur de me faire amoindrir par mon frère, malheureusement. Dieu que moi mon frère, aujourd'hui, on s'entend très bien, mais il reste que ça, il sait, j'y ai déjà dit dans le passé. Donc, tout ça a fait que je voulais aller sur scène, mais je n'étais pas sûr de moi, puis je ne savais pas trop comment m'y faire, comment m'y prendre, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder, étant plus jeune, comment aller m'inscrire à l'École nationale de l'humour à Montréal pour devenir humoriste. Là, j'avais vu le prix. Je disais, hey, je ne suis pas capable de me payer ça. Puis pourtant, là, ça coûte vraiment beaucoup, mais beaucoup plus cher. Maintenant, aller à l'École nationale de l'humour, ça coûte 20 000 je pense, aller à l'École nationale de l'humour. À l'époque, c'était 1 500 pour commencer ou 2 000 pour commencer à l'École nationale de l'humour. Là, j'avais dit, hey, je n'ai pas cet argent-là. Là, c'est là, à partir de là, que j'ai dit, je vais commencer à travailler pour me ramasser de l'argent pour aller à l'École nationale de l'humour. Puis, la vie m'a amené que j'ai commencé un travail qui était, on faisait de la vente porte à porte pour me ramasser de l'argent, puis c'était quand même de l'argent assez facile à gagner. Puis, j'ai monté assez rapidement les échelons de la compagnie pour avoir mon bureau de publicité. Puis, quand je suis arrivé avec mon équipe, ben John Black, le gars m'a dit, ben Marc, il dit maintenant, il dit, tu vas avoir ton bureau, où tu vas avoir ton bureau dans la ville de Québec? Ben, je dis, écoute, je suis ville de même, c'est à Grande Allée. Il me regarde, il dit, ben, c'est à Grande Allée. Dit, ben, pourquoi pas? Il dit, j'ai dit, ouais, mais là, c'est à Grande Allée. Les loyers doivent être chers. Il dit, oui, mais je suis sûr qu'avec ce que tu es capable de faire, tu vas être capable de payer ton loyer. En fait, tu penses que je peux le faire? Il dit, ben oui. Il dit, au pire aller, je vais t'aider au début, puis après ça, on verra. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé, j'ai loué un bureau sur la Grande Allée. J'ai commencé là. Puis, chose étonnante, c'est que justement, l'autre côté de la Grande Allée, au Dagobert, dans le sous-sol du Dagobert, pas dans le sous-sol, mais à l'étage du Dagobert, il y avait les lundis juste pour rire, animés par Mario Grenier, l'animateur de radio. Fait que je me rends compte, Amélie, qu'aujourd'hui, tout ce que je voulais dans ma tête était tout proche de moi tout le temps. Fait que je me disais à quelque part, c'est que la vie m'a amené sur un chemin qu'il fallait que je prenne. Donc, fait que j'allais voir, j'avais mon bureau de publicité, mes vendeurs partaient sur la route, ils allaient faire leur promotion, ils vendaient, ils revenaient, je m'occupais d'eux autres. Après ça, tous les lundis, j'allais voir les humoristes. C'est la Grande Allée. Je me disais, puis je rêvais, puis je me disais, j'aimerais ça être un humoriste, mais je n'osais pas faire le premier pas. Puis tout ça, puis à un moment donné, ben, je me rendais compte, puis en même temps, ben, j'allais jouer de la musique à Stoneham, fait que c'était toujours ça que j'allais faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, tabarnouche, il faut bien, bon, je joue de la musique, mais là, il faudrait que je fasse le premier pas, mais j'étais encore pas très bien en dedans de moi. Je me disais, qu'est-ce qui va pas en dedans de moi? Il y a de quoi? Je m'accomplis pas. Je m'accomplissais pas. Ben, j'ai dit, je vais continuer à jouer de la musique, et à un moment donné, ça va m'amener à quelque part. Puis en 96, ben là, il est arrivé mon accident. Puis là, c'est en revenant à jouer de la musique, j'ai perdu mon bras. Mais j'ai beaucoup prié. À toutes les fois que je montais à Stoneham en voiture, je demandais au bon Dieu, écoute, que ce soit Bouddha, bon Dieu, peu importe comment tu l'appelleras, je demandais tout le temps un être extrême, je disais, regarde, amène-moi là où il faut que je m'en aille. Je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas comment sortir de
de ce que je fais vraiment. Je ne sais pas le parcours, la porte qu'il faut que je prenne, mais amène-moi, fais-moi vivre quelque chose qui va changer ma vie. Et regarde, en 96, le 29 juin précisément, ben, je suis eu mon accident puis je perds mon bras. C'est spécial un peu, hein, mais je pense que cet accident-là, je l'ai comme demandé d'une certaine façon. Mais peut-être pas de là à perdre un bras, mais j'étais prêt à vivre ça. J'étais prêt à vivre ça. Fait que, puis aujourd'hui, tu me demanderais, Amélie, oui, si je me retournais, si je retournais à l'homme que j'étais avant mon accident, je referais le même parcours. Je ne regrette rien de ce qui m'est arrivé. Rien, rien, rien. C'est quand même très intéressant d'entendre parler de tout ça, le changement. C'est ça que j'ai l'impression de ressentir ça au niveau, c'est ça, mental, à quel point tu sembles plus en confiance maintenant, que c'est ça, tu as grandi en expérience aussi, puis c'est ça qui t'a amené où est-ce que tu en es aujourd'hui. Puis, justement, là, on le sait que depuis un peu plus d'un an, là, c'est un peu difficile à l'échelle mondiale. Oui. Comment, toi, tu réussis justement à continuer d'avancer tant au niveau professionnellement, donc, parce que tu faisais des conférences, donc là, c'est sûr que ça a été impacté, mais également au niveau personnel? Je te dirais que, depuis un an, moi, je trouve que j'ai fait plein de formations depuis mon accident. J'ai fait plein de formations de radio, animateur radio-télévision. J'ai fait des formations avec de radio, je l'ai dit, de radio. J'ai fait des formations de comédien. J'ai fait de ma formation pour devenir un massothérapeute. J'ai fait plein d'affaires. Puis je me rends compte qu'aujourd'hui, malgré que, on va dire, bon, la pandémie, c'est un arrêt, hein? C'est un arrêt qu'on doit tous faire. On n'a pas le choix. Puis je trouve que, merci bon Dieu que ça arrive là, parce que je pense que ça va faire réveiller les gens d'où ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'il faut développer. Et maintenant, justement, que ce soit un arrêt, je ne peux plus faire de conférences dans les écoles, rien de ça. Ça me donne le meilleur temps pour continuer de jouer de la musique, me parfaire dans ce que je suis, continuer de chanter, et continuer d'écrire, commencer l'écriture de mon livre, qui est déjà débuté justement après toi. Je rentre en onde avec le gars, pas tout de suite à 15h30 cet après-midi, je rentre en onde avec le garçon Yoann Gauthier, qui a déjà 3 livres d'écrits, puis c'est lui maintenant qui est un peu mon coach là-dedans. Puis justement, je rentre avec lui en 3 heures, avec lui, 3h30. On va parler de voir ce que j'ai fait. J'avais comme un devoir à faire. Puis là, je suis en train de me dire, enfin, tout est en train de se mettre en... De se mettre en place? Oui, de se mettre en place. Tout se met en place maintenant parce que, écoute, j'ai tellement fait de travail mental sur ce qui m'est arrivé. Je suis allé faire, je me rappelle de ça, il y a quelques années de ça, je suis allé faire une semaine de méditation à Vipassana. Après ça, je suis allé voir, avant cette fois-là, je suis allé voir Annie Marquier, qui est une femme qui est décédée. Elle avait l'Institut IDP, Institut du développement de la personne à Knowlton. Puis cette femme-là m'a tellement appris sur moi-même, puis sur la manière de travailler sur son être à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en dedans de nous? Notre force, on l'a tout en nous. C'est juste qu'il faut la développer. C'est simplement ça. Donc, cette femme-là m'a ouvert les portes en disant, regarde, tu es un être spirituel, tu es un être... la spiritualité, pour moi, c'était juste prier et aller à l'église, là. Je ne comprenais pas c'était quoi, mais là, je sais que la spiritualité à l'intérieur de nous, c'est ce qui est notre force, ce qu'on réussit à faire, qu'on développe. C'est notre force spirituelle en dedans de nous qui fait qu'on devient bon ou qu'on peut réussir. Donc, elle m'a ouvert, en gros, ma spiritualité, puis c'est là que j'ai commencé à croire en moi encore plus,
Puis c'est ce qui fait l'homme que je suis rendu aujourd'hui. J'ai tellement confiance en moi. Oui, les chutes vont arriver encore, puis oui, les problèmes vont encore arriver, mais tout ça arrive juste pour une affaire, c'est juste pour te dire à toi-même, es-tu à la bonne place? Ça arrive dans ta vie, tu sais, quand on est toujours dans les doutes, hey, je vais-tu réussir? Hey, je suis à la bonne place? Je suis assez bon? Première des choses, tu le fais, puis tu réussis. Première des choses, donne-toi une petite tape dans le dos, dis oui, merci, je suis bon. Dis-le, tu l'as fait. OK? Fait que ça, c'est ce que j'ai appris depuis mon accident. De me remercier et de dire oui, mon homme, t'es bon, continue. Donc, tout ça fait que je continue de lire. J'ai plein de livres de spiritualité. J'aime lire ça parce que ça me fait évoluer ailleurs. Ça me fait penser d'autres affaires. Ça me fait voir le problème pas comme une épreuve. La difficulté, c'est juste un apprentissage. L'épreuve, c'est un apprentissage. Donc, mon accident, c'était juste un apprentissage de qui j'étais vraiment dedans de moi, qu'il fallait que je reconnecte avec ce gars-là. Fait que j'ai reconnecté avec le gars qui s'appelle Marc Breton. J'ai reconnecté avec lui, puis j'ai dit, là, je vais sortir la vraie source, la vraie énergie en dedans de moi, elle va sortir maintenant. Elle va sortir de façon, peut-être que je ne deviendrai pas super bon, mais au moins une chose, j'aurais essayé, puis ça va me mener à quelque part. Si je deviens, regarde, je faisais de la course de vélo pour mon plaisir au début, puis je me suis rendu aux Jeux paralympiques. J'ai jamais, je te jure, là, Amélie, c'est pas une farce, j'ai jamais cru qu'un jour j'irais aux Olympiques. C'était même pas une volonté pour moi d'aller aux Olympiques, parce que même que je peux dire que ça me tannait les Olympiques quand ils passaient ça à la TV, parce que je voyais pas mes petits bonhommes pendant 2 semaines. Parce que c'était bloqué pour les Jeux olympiques. J'étais comme, pas encore les Olympiques pendant 2 semaines que je peux plus voir mes comiques. Quand j'étais tout petit, je me rappellerai tout le temps de ça. Puis je me rends compte que plus tard, rendu adulte, je vais aux Jeux paralympiques, puis je suis comme, puis c'est le fun finalement. Mais autant que c'était un blocage, pour moi, ça m'empêchait de voir mes petits bonhommes, que je me rends là. Mais pourquoi je me suis rendu là? C'est juste parce que j'ai développé, puis je suis devenu fort, puis j'ai réussi à travailler fort. Voilà. Super. Là, on le sait que tu vas écrire un livre. Donc, il y a un livre en cours de route qui s'en vient dans un futur. Oui. Est-ce que tu as aussi d'autres objectifs pour 2021? Ben, continue d'être le meilleur papa que je peux être. Continuer. Ben, le livre, je sais que le livre va être quelque chose. C'est beaucoup de travail, je m'en rends compte parce que je le travaille encore aujourd'hui. Puis, mon but ultime, c'est de vraiment donner, de réussir à faire extraire mon message que la chute, c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis, tous les moments tristes de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. Puis, il faut arrêter de voir ça comme des blocages. Parce que je trouve qu'il y a tellement de gens qui se disent « Ah, la vie, c'est dur. » La vie, oui, c'est dur. Mais d'un autre côté, si tu le regardes d'un autre œil, c'est pas dur. Parce que l'épreuve qui t'arrive sur le coup, oui, ça te met un frein, mais ce frein-là, c'est juste pour te dire « Hey, oh, tu étais en train de prendre le mauvais pas. » C'est juste ça que ça voulait dire. Ou tu es un peu ambivalent. C'est-tu la bonne décision ou pas? Ou c'était pas en cohérence avec quelque chose. Maintenant, c'est à toi de revoir. C'est quoi? Essaie de trouver pourquoi. L'épreuve, c'est juste ça. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. L'épreuve est juste là pour te donner un petit plaquage pour te remettre droite. C'est la bonne voie. C'est juste ça. Ça, c'est comme les rails de train. Veux pas, tu as déjà vu un train, mais quand tu arrives dans une courbe, les rails de train, là, ça tourne. Mais quand tu arrives dans la courbe, ça donne un coup sur le rail. Le train, ça donne un coup sur le wagon. Il se tasse tout seul pour suivre les rails. Ben, c'est juste ça. Les épreuves, c'est juste des bonnes rails. C'est juste pour te dire, hey, regarde, t'es pas à bonne place. On revient sur la bonne rail. Puis c'est pas grave si tu dérailles en plus, parce que c'est correct. C'est juste une épreuve plus difficile, mais ça va être correct. Tout va bien aller.
quand j'ai fait l'Académie Zéro Limite, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses aussi. Parce que, je veux pas, avec Martin Latulippe, qui est un grand homme, Martin, il nous a appris plein de choses. Puis justement, si tu continues de voir ton but, tu regardes ton but, oui, il est là en haut, tu le vois, tu vas montrer l'Everest, tu vas aller mettre le drapeau du Canada en haut de l'Everest, mais avant de te rendre là, il y a du stock. Là. Tu en as des pas à faire, tu en as des défaites à faire, tu vas tomber, puis tu vas passer proche de mourir, mais tu vas te relever. Tu vas te relever, puis tu vas continuer. C'est justement quand il arrive l'épreuve, puis tu décides d'arrêter, que c'est là que tu meurs. T'sais, si tu montes puis tu dis encore, non, je suis pas capable. Puis le trois quarts du temps, moi, je voudrais pas monter l'Everest, me donner ce but-là de monter l'Everest, puis pas être capable, en montant l'Everest, de dire ben non, je vais redescendre finalement. Ah non, ça serait la pire affaire dans ma tête. Donc, c'est pour ça que je suis comme, ben non. Je vois un gars comme Jimmy Pelletier, qui est un de mes bons amis, et il était le deuxième personne paraplégique sur la planète Terre à monter le Kilimandjaro. Je veux dire, il est en fauteuil roulant, là. Et je veux dire, méchante épreuve, là. Il est en fauteuil roulant, il est paraplégique. À la fin, c'est les, comment t'appelles ça, les gars qui... Ah oui. Je m'en souviens plus du nom, mais oui, ça, il y a un nom en particulier pour, oui, c'est ceux qui les aident, là, qui apportent le stock puis qui montent. Oui, c'est ça. Ben, c'est eux autres qui ont monté Jimmy les derniers bouts de temps, là, parce que là, il n'y avait plus sa chaise, il n'y avait plus rien, là. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais il y avait sa chaise avec des skis, je ne sais pas. Mais bref, veut pas. Mais il y avait ce but-là, il l'a fait. Il voulait traverser le Canada, ben il l'a fait. Tu sais, quand on se donne un but, il n'a pas de raison pourquoi on ne réussirait pas. C'est juste toi, dans ton être, que tu vas te mettre des blocages. Effectivement. Très belle parole. Pour terminer cette entrevue, je termine toujours par des petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Le courage, la persévérance. Ton plus beau souvenir sportif? Ma 5e place au contre-la-montre des Jeux de Athènes. Toute une performance, un beau souvenir. Oui, très bien. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires, qui souhaite lancer des projets? Suis ta voie. Suis la même voie que tu as pris pour te rendre où ce que tu voulais te rendre dans le sport. Puis c'est sûr que ça va se rendre. Mais tu vois, Amélie, si tu regardes tous les athlètes, OK, parce que quand tu as fini ta carrière d'athlète, le 3/4 des gens d'athlètes, ils s'en vont soit dans la business ou ils s'en vont dans la politique ou ils s'en vont quelque part comme ça, puis ils réussissent tout. Parce qu'ils ont appris c'était quoi souffrir, avoir mal, pas réussir, les défaites, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. C'est juste ça l'histoire d'une vie. C'est tomber, se relever. Parce que, je vais aller un peu plus loin. Quand tu as commencé, est-ce que tu te rappelles quand tu as commencé à marcher, toi, Amélie? Non. Non, hein? Mais sûrement que tu as tombé. Probablement. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on pourrait même aller courir ensemble. Même si tu n'es pas une sportive, tu serais capable d'aller marcher puis courir. Pourtant, tu es venu au monde puis tu ne marchais pas. Fait qu'à quelque part, tu as appris, tu as tombé, tu t'es relevé. Tu as tombé, tu t'es relevé. Tout le monde a appris à tomber puis se relever. Tout le monde. Il n'y a pas personne sur la planète Terre qui n'a pas appris à tomber puis se relever. Parce que tout le monde marche, ou presque. Mais maintenant, cette leçon-là, est-ce que tu l'as amenée dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu as appris ça? On a oublié ça parce qu'on se dit, maintenant c'est normal, là, je marche. Non, c'est pas normal. Oui, c'est normal parce qu'on marche tous, mais tu l'as appris toi aussi, puis tout le monde l'a appris. T'sais, si tu perds tes 2 jambes, tu vas trouver ça raide, puis tu vas dire, tabarnouche, je vais tomber paraplégique. Oh non. Là, tu vas dire, hey, que j'aimerais savoir mes 2 jambes. C'est parce qu'on devient que c'est acquis. C'est comme dans l'amour aussi. Combien de couples se brisent
Puis pourquoi ça brise? Parce qu'à un moment donné, quand la personne se sent trop acquise, on se perd dans l'amour. Veut pas. On se perd, on se dit, là, on n'a plus d'efforts à donner, mais il faut toujours faire des efforts. Toute notre vie, il faut donner de l'effort dans tout ce qu'on fait. C'est pas facile de vivre, mais c'est un bien pour un mal de donner à 100% ce qu'on fait. Puis, tant aussi longtemps que tu donnes de l'énergie dans ce que tu aimes et ce que tu veux, ça va toujours bien marcher. Un très beau mot de la fin. Mais merci beaucoup, Marc, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Magnifique entrevue. Merci Amélie. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Marc Breton pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 114e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour ceux qui ont un podcast ou qui souhaitent en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com/Blubrry, BLUBRRY. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec l'auteure et conférencière Mireille Massé, que j'avais reçue à l'épisode 63 il y a un an et qui a publié récemment son nouveau livre sur la méditation sportive. Ne manquez pas ça!